L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois, Louis Dauphren. 1 million de personnes accueillies, parmi lesquelles beaucoup de jeunes. Plus d'un tiers ont moins de 15 ans. Le Secours catholique vient de publier son traditionnel bilan statistique. Une pauvreté qui touche principalement donc les jeunes, mais aussi les femmes et les étrangers. Non-recours aux prestations sociales, difficulté d'y accéder avec le tout numérique. Nous allons évoquer la précarité et la solidarité ce matin avec notre invité Louis Dauphren. Oui, avec des chiffres évidemment qui parlent d'eux-mêmes, même s'il est intéressant justement de regarder les choses peut-être avec la profondeur du temps, puisqu'il s'agit du 30e rapport. Donc ça permet aussi de voir quelles sont les évolutions. Il y a 60 000 bénévoles au Secours catholique qui a fait, semble-t-il, 58 000 fiches sur des personnes qui peuvent représenter donc une forme de laboratoire de la pauvreté en France, avec beaucoup d'éléments qui permettent de comprendre les choses, à savoir, la question qui se pose, c'est que font les pouvoirs publics finalement de ces statistiques, sachant que le Secours catholique demande la mise en place d'une politique publique de lutte contre les non-recours. En particulier, savez-vous qu'il y a 36% de non-recours au CSA, c'est 10 points de plus qu'il y a une dizaine d'années. Au RSA, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Au CSA, au mais CSA, c'est un sujet, oui, non, ça. c'est pas la même chose. Non, là, c'est différent. Le RSA, le revenu de solidarité active, qui doit normalement ramener à l'emploi. Eh bien, on va en parler ce matin avec Didier Durier. Bonjour. Bonjour Pierre-Hugues, bonjour Louis. Président du Secours catholique, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur ce rapport statistique. Peut-être une question très simple. Y a-t-il plus de personnes pauvres en France aujourd'hui qu'il y a un an ? Alors, nous, ce qu'on constate dans les personnes qu'on accueille, on n'accueille pas tout le monde, mais enfin un gros million de personnes, comme le rappelait Louis, on constate une dégradation de la situation, avec un revenu médian des gens qu'on accueille qui a encore chuté de 19 euros, donc à peu près 3%. On est à 555 euros. Et une fois que vous comptez... Par mois, excusez-moi. Et le reste à vivre par jour doit être de l'ordre de 6 euros. On ne l'a pas recalculé cette année, mais il doit être de l'ordre de 6 euros. Donc vous pouvez imaginer ce qu'on peut faire avec 6 euros une fois qu'on a payé les incontournables, électricité, loyer, etc. Un point saillant de ce rapport statistique cette année, et Louis en parlait, c'est la difficulté d'accéder aux prestations sociales. Et vous le liez au tout numérique. C'est parce que désormais tout est digitalisé, tout est sur ordinateur, que les personnes ont plus de mal de recourir à leurs prestations qu'elles elles ont droit. Tout à fait. Alors on le lie à trois choses. C'est le focus de cette année, la difficulté d'accès aux prestations sociales. On appelle ça la solidarité s'éloigne. C'est l'éloignement géographique. On a quand même beaucoup de services qui ont fermé, qui continuent à fermer leurs accès physiques pour les personnes. 2, le numérique, la numérisation. Nous, ce qu'on constate dans les personnes qu'on accueille, c'est très souvent qu'on a d'abord besoin d'écoute, qu'on comprenne la situation des gens. Et vous savez, un ordinateur, c'est pas bien écouté. On a des gens, on a eu des témoignages de gens qui nous disent, déjà la première chose qu'ils nous demandent, c'est est-ce qu'on n'est pas un robot ? Donc on a un robot qui nous demande si nous, humains, on n'est pas un robot. Il y a un manque d'humanité qui est terrible. Nos bénévoles passent une grande énergie, un grand temps à compenser, autant que faire se peut, ce manque d'humanité. Et puis le troisième point qui monte, qui n'est pas le plus facile à quantifier, mais qui monte, c'est la stigmatisation. C'est cette musique qu'on entend de plus en plus fort, qui consiste à dire, vous savez, il y a plein de gens qui se réfugient, entre guillemets, dans l'assistanat parce que finalement, ils vivent mieux que s'ils travaillaient. Ce qui est absurde, faux, factuellement, mais cette musique monte, malheureusement. Pourquoi est-ce faux ? C'est faux parce qu'aujourd'hui, si vous prenez l'ensemble des prestations d'État, je crois qu'il y en a 15, au maximum, vous avez 70% du SMIC. Donc il n'y a personne qui peut gagner plus en faisant de l'assistanat, entre guillemets, ou en étant assisté, comme nous on le dirait, qu'en travaillant. Si on cumule tout, quels que soient les statuts des personnes. Quels que soient les statuts des personnes, ça nous a été confirmé par le ministre de la Solidarité, Paul Christophe, hier, qu'on a eu la chance de rencontrer dans le cadre du Pacte des Solidarités. Et c'est quelque chose qu'il faut faire savoir. On lutte là, et vous savez, c'est compliqué dans l'époque actuelle. Les gens assez facilement instrumentalisent un exemple qui est sorti du chapeau, mais il faut savoir que non, on ne peut pas gagner plus via les prestations que ce qu'on gagne en travaillant. Depuis janvier 2022, l'inflation alimentaire a bondi 20%, donc ça veut dire que c'est 20% plus cher de manger aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Quels sont les grands sujets sur lesquels le Secours catholique vient en aide et qu'est-ce que vous voyez sur le terrain ? Est-ce que c'est ce sujet de l'alimentation, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Je pense notamment au logement. Les sujets, oui, l'alimentation, le logement, l'aller vers, c'est-à-dire que l'isolement... Aller vers, alors en 2 mots, c'est ça ? Aller vers les gens. L'isolement, le fait qu'aujourd'hui les services soient fermés, le fait que les gens aient des difficultés pour accéder à la mobilité parce que les voitures sont plus chères, le carburant est plus cher, fait que nous allons vers les gens. On n'est pas les seuls. Nous avons ce qu'on appelle des fraternibus qui vont régulièrement dans les campagnes où plus personne ne va, où il n'y a même plus la poste, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, on a quand même, aujourd'hui, je crois, 60% des communes en 2021 n'ont plus même pas de commerce de proximité. C'était en 80, 25%. Donc on est quand même, là, c'est la réalité du terrain. Donc c'est un de ces soucis. Et puis, comme vous le disiez, accompagner les gens dans leur démarche administrative,
entre guillemets, le retour à l'emploi et l'insertion plus globalement dans la société, puisque l'emploi n'est pas la solution pour tout le monde. Sur l'inflation alimentaire, vous sentez que ça a laminé une partie de la population ? C'est clair, hein, on a vu remonter, ça c'était plus l'objet de notre rapport de l'an dernier, nous, la demande alimentaire avait un peu baissé en priorité des gens qu'on reçoit. Hein, la première chose, les gens nous demandent de l'écoute. Et assez souvent, après, donc l'aide aux démarches, etc. On a vu remonter la préoccupation alimentaire très très fortement ces dernières années. Donc oui, ça a vraiment fait un point de bascule là, depuis l'inflation. Et après, les banques alimentaires, tout le système quand même fonctionne ? Vous estimez que ça fonctionne ? Les grandes surfaces qui peuvent mettre aussi à disposition des produits qui sont soi-disant touchés par la péremption, mais en fait que l'on peut continuer à consommer, ça existe ou pas ? Alors, pour éviter le gâchis. Les banques alimentaires fonctionnent. Pour éviter le gâchis, oui, il y a des choses qui existent. Hein. Moi, j'ai fait dans une autre association de la distribution pendant pas mal d'années. Il faut faire attention. On a aussi des choses que il faut jeter parce que bien qu'elles soient, elles sont vraiment pas utilisables. Ça fonctionne, ça permet aux gens de survivre. Hein. Les 25% de personnes qui n'ont aucun revenu, il faut bien qu'elles survivent d'une manière ou d'une autre. Mais on n'a pas faim en France, Didier Durier, quand même. On n'a pas faim en France, oui, parce qu'on a ces systèmes-là. Mais justement, moi, quand on reçoit ces personnes qui viennent vous voir, elles vous regardent en baissant les yeux, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a une honte d'avoir besoin d'accéder à une distribution alimentaire. Après, que le système le permette, c'est très bien, mais ça n'est pas la bonne solution pour que les gens prennent confiance en eux-mêmes et en la société. Quelles solutions peuvent être mises en place face à ce bilan ? Vous constatez qu'il y a de plus en plus de personnes pauvres, 1 million de personnes accueillies, c'est colossal. Quelle piste de solution peut-on avoir ? Et après, peut-être qu'on viendra à ce qu'on peut proposer aussi au ministre des Solidarités. Je crois que vous l'avez rencontré hier. Oui. Alors, piste de solution, il y en a quelques-unes explorées dans le rapport. Quand on parle de la dématérialisation, il y a ce que font les associations, nous et d'autres. Il y a les maisons France Service qui sont... C'est une bonne idée, ça, c'était une bonne idée mise en place récemment. En tout cas, on constate que là où il y a des maisons France Service, le non-recours est plus faible que quand il n'y en a pas. On constate que le déploiement est à peu près en ligne avec ce qui était annoncé. Après, il y a des marges d'amélioration, et on a Claire Hédon, la défenseur des droits, qui a témoigné dans notre rapport, qui dit que si on avait des agents qui aient les moyens de n'être pas qu'un guichet d'accueil, mais aussi de faire avancer les dossiers, par exemple sur la CAF ou sur la caisse retraite, ça serait un plus. Donc ça semble être une solution et on encourage effectivement le développement et la montée en compétences des maisons France Service. Sur l'aspect stigmatisation, c'est très important, je pense, qu'on arrive à faire passer ce message que non, les gens ne peuvent pas gagner plus en étant assistés que s'ils travaillaient. Ça, c'est compliqué. Mais c'est dans le rapport, votre calcul, là, justement ? Lequel, pardon ? Celui que vous avez justement mentionné, qui consiste à dire qu'en fait, on a intérêt à ne pas travailler parce que finalement, on touche le SMIC. Voilà, on n'est pas loin. Enfin, nous, on dit le contraire. Oui, justement. Mais oui. Est-ce que la démonstration contraire figure dans votre rapport ? Non. Mais où figure-t-elle cette démonstration ? Alors, demandez à Paul Christophe. C'est lui qui nous l'a faite justement hier lors de la présentation, du point d'étape du pacte des solidarités. Vous savez, le pacte des solidarités, quelque chose qui a été lancé il y a 1 an, par ses prédécesseurs. On a eu un point d'étape hier. Et le but du pacte des solidarités, c'est de réunir autour d'une table les assos, les services publics, les ministères, parce que on a quand même un fonctionnement très siloté en France. Hein. Oui, parce qu'il y a le ministre du Logement auquel vous parlez, le ministre de l'économie sans doute, la santé, la solidarité. Oui, bien sûr. Et donc, le travail. Voilà. Et donc, on lui a posé il nous a dit, mais moi, je suis prêt à dire à qui que ce soit, ce 70%. C'est pour ça que je suis sûr de mon fait, qu'il est impossible de gagner plus avec de l'assistanat. Donc, mais je vais être un petit peu cynique sur l'histoire. C'est-à-dire, si on raisonne de manière... en économie, c'est-à-dire selon son propre intérêt, pourrait-on dire, si on devait relire Hayek par exemple, on dirait qu'il y a des personnes qui font tout pour toucher le maximum de subventions, en organisant plus ou moins leur insolvabilité pour que fiscalement, d'une certaine façon, elles perçoivent le maximum du filet social, et qui travaillent au noir à côté. Ça permet un certain train de vie, et puis donc qui touchent du liquide qui ne sera pas imposé. Et puis, qui font un petit peu de trafic. Et le trafic, vous savez très bien que le trafic de drogue, c'est en France, en emploi direct, ce sont des centaines de milliers de personnes. Et qu'il y a des villes entières qui vivent du trafic de drogue en particulier. On ne peut pas imaginer ces situations disjointes les unes des autres. Et cumulées, vous arrivez à des gens qui ont quand même un niveau de revenu important. Et il m'arrive d'en voir dans les grandes surfaces où des gens payent énormément en liquide et de manière impressionnante. Hein. Là, vous n'êtes plus dans les prestations légales, si je puis me permettre. Non, mais ce que je veux dire, c'est vous êtes, puisque vous parliez de silo, vous êtes dans le silo statistique du comptage de la pauvreté, mais les gens s'organisent aussi peut-être différemment, et enfin les gens, une partie d'entre eux, j'entends, bien sûr. Oui, mais ça, si je peux me permettre, c'est vraiment un grand problème de notre société actuelle. C'est-à-dire qu'on va prendre le cas, on connaît tous le mec qui touche son RSA et qui habite à 3 km de la Belgique et il travaille en Belgique et il déclare pas qu'il est en Belgique. Oui, ça existe.
Mais c'est quelques pourcents de la population. Et chez nous, c'est même moins de 1% des gens qu'on accueille. Ça existe, et c'est ça qui est mis en musique, la fameuse petite musique dont je vous parlais, par plein de médias en particulier, qui s'amusent à dire, voyez, il n'y a qu'à supprimer l'assistanat, on gagnerait plein d'argent, c'est un pognon de dingue, comme on l'a entendu il y a quelques années. Et donc, il suffirait de supprimer. Mais ces gens-là instrumentalise un exemple pour dire regardez, l'ensemble des gens trichent. Moi je suis allé j'ai rencontré Denise. Denise était une assistante une assistante dans les hôpitaux là, une aide-soignante pardon, qui a travaillé pendant 20 ans. Et puis à la fin du Covid, elle a fait un AVC. Sortant de l'AVC, plus la capacité elle-même de gérer ses dossiers, l'assistante sociale pourrait l'utiliser, mais comme vous le savez, on manque d'assistante sociale, et là on est quand même à Versailles, c'est pas le département le plus compliqué, et donc elle s'est retrouvée complètement isolée, a tout perdu, ses loyers qui augmentent, EDF qui lui fait des relances, etc. La spirale, complètement. Et voilà, et c'est ça les gens qu'on rencontre. C'est la grande majorité des gens qui ont eu des accidents de la vie. C'est pas. Il y en a bien sûr qu'il y en a des gens qui truandent, et à tous les niveaux par ailleurs. C'est pas que les gens dans l'assistanat. Quand vous dites la drogue, les consommateurs de drogue, c'est pas les gens qui sont assistés. Mais qui souffrent aussi peut-être d'une absence de solidarité familiale ou communautaire, qui sont plus vulnérables. Alors, c'est vrai que dans ce que vous avez dit, je vous interromps juste. Vous avez dit un mot. Vous avez dit tout à l'heure ce que les gens viennent d'abord chercher, c'est de l'écoute. Ce qui est quand même paradoxal, alors qu'on est dans la matérialité, dans la rhétorique des moyens et des politiques publiques. Et vous dites, en fait, ce qu'ils veulent, c'est de l'écoute. C'est le premier truc. C'est ce qui ne se compte pas. Et d'ailleurs, c'est pas matériel. Au Secours catholique, il y a autant un volet économique qu'un volet d'écoute et de fraternité. C'est bien sûr votre grand slogan. C'est le pivot qu'on a fait il y a une trentaine d'années, si vous voulez, de passer de ce qu'on appelle le distributif. Et évidemment, quand les gens ont froid, il faut les vêtir. Évidemment, quand les gens ont faim, il faut leur donner à manger. Mais il faut que ce soit le début de l'histoire. Il faut qu'après, on les accompagne pour comprendre pourquoi ils sont là, quels sont leurs manques, quels sont les accidents de la vie, comment on peut les réinsérer dans une fraternité efficiente qui font qu'ils réussissent à se réinsérer. Et ça, c'est vraiment notre rôle à nous, Secours catholique. On constate avec plaisir que d'autres associations pivotent de la même manière. C'est vraiment là qu'on peut faire quelque chose. Et donc, les distributifs, oui, mais l'accompagnement, c'est clé. Et d'ailleurs, des dizaines de milliers de personnes ont donc été comptées statistiquement dans ce rapport statistique pour arriver à ces conclusions. Didier Durieux, président du Secours catholique, avec nous. Je voudrais qu'on évoque aussi les bénévoles qui font partie de votre association du Secours catholique, parce qu'ils sont très importants. Hier, il y avait un sondage qui est paru dans la presse, dans La Croix en l'occurrence, à l'occasion du dîner des bâtisseurs, un dîner qui rassemble des décideurs catholiques. Et ce sondage révèle que chez les catholiques, il y a un grand engagement au bénévolat. Vous, quelle est la situation des bénévoles aujourd'hui au Secours catholique ? Est-ce que vous en trouvez assez ? On dit notamment que l'âge de départ à la retraite, ça a pu engendrer un repli d'un certain nombre de bénévoles. Que constatez-vous, vous, sur le terrain ? On constate une évolution. Il y a eu un creux, très clairement, après la Covid, effectivement, où on a vu une baisse des bénévoles. Et en tout cas, moins de bénévoles. On peut pas forcément dire moins d'engagement. D'ailleurs, ça a été reflété par les baromètres, France Générosité et autres. On est apparemment sur les mêmes baromètres sortis de ce creux. Et c'est ce qu'on constate. C'est-à-dire qu'il y a probablement à peu près autant de personnes prêtes à s'engager qu'avant ce creux. Par contre, le profil a changé. Il y a effectivement plutôt moins de personnes de 60 ans et plus, donc en pré-retraite ou en retraite, et il y a plus de jeunes. Pourtant, on dit que les jeunes ne veulent pas s'engager, que les gens globalement ne veulent pas s'engager. Vous, est-ce que vous le constatez ? Non, enfin, les gens qui sont avec nous s'engagent. Ce que ça nous pose comme difficulté, c'est à la fois une magnifique opportunité d'engager des gens qui ne sont pas forcément très engagés, mais l'organisation a été conçue avec justement une grande masse de bénévoles plutôt âgés, très disponibles, alors que les jeunes ont en général une vie sociale, une vie professionnelle qui fait qu'il faut qu'on adapte les missions à leur volonté de s'engager. Ça fait partie de nos grands challenges et ça marche pas trop mal. Qu'est-ce qu'on fait si on est bénévole au Secours catholique ? Alors, ça dépend aussi du temps que vous pouvez y faire. Ça peut être d'accompagner les gens justement dans leur démarche administrative, de les écouter, de faire remonter ces fameuses fiches, mais c'est pas tous les bénévoles. C'est faire de l'aller vers, c'est prendre un fraternibus, le conduire, aller voir les gens. Ça peut être les aider dans la mobilité avec votre véhicule ou un véhicule que nous prêtons. Et il y a vraiment beaucoup. On a des épiceries solidaires. Vous savez, l'avantage du Secours catholique, on a quand même un ancrage territorial fort. Et chaque délégation s'attaque à la pauvreté et la précarité telle qu'elle la ressent dans son territoire.
territoire. Je voudrais m'arrêter justement sur cet ancrage territorial. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a de nombreux endroits où l'Église catholique d'ailleurs n'est plus présente. Il n'y a plus de curé, il n'y a même plus de messe dans l'église de la ville ou du village. Il y a quasiment plus de services publics et pourtant il y a encore un local du Secours catholique. Comment vous expliquez encore cet ancrage territorial extrêmement présent? Et est-ce que vous anticipez, Didier Durieux, un éventuel repli dans les années qui viennent, comme il y a eu un repli de l'implantation de l'Église catholique, comme il y a eu un repli des services publics? Y a-t-il un risque d'un repli des locaux du Secours catholique? En des locaux, c'est possible. Il y a des endroits où la situation n'est pas aussi brillante que ce que vous décrivez. Il y a des endroits où effectivement on est très implanté, voire on se développe. On a quand même augmenté très sensiblement le nombre d'accueils de jour. Je crois que en 2 ans, on est passé de 60 à 80. Donc c'est quand même important. L'accueil de jour, c'est un café c'est quoi? Alors au départ, c'est ça, c'est un café, mais c'est aussi, vous savez que plein de gens ont besoin d'une adresse postale, donc on fournit une adresse postale. C'est aussi une bagagerie, c'est aussi de temps en temps la possibilité de faire laver ses vêtements, etc. Bon bref. Donc il y a des endroits où on se développe, des endroits où on se contracte. Et c'est pour ça que je venais sur l'Allée Vert avec Louis. C'est important pour nous de garder cette capacité, donc avec des bus, des choses comme ça, d'aller voir les gens, de passer du temps avec eux. Et encore une fois, le contact, l'écoute, c'est ce qui permet d'aller plus loin. Comment se fait-il que le ministre que vous rencontrez ne mette pas à disposition des moyens simples d'accès aux prestations? Quand on voit que le RSA, on le disait tout à l'heure, plus d'un tiers des ménages français éligibles au revenu de solidarité active, 36%, rencontrés par le Secours catholique, ne le sollicitent pas. C'est la même chose pour les allocations familiales. Le quart des ménages éligibles ne les perçoivent pas. Parce que c'est ce que vous dites, c'est la croix et la bannière. C'est la croix et la bannière. Comment ça se fait, ça? Comment ça se fait? Alors, déjà une approche très silotée. Moi, je suis pas. Ce qu'on entend quand même, l'impression que ça donne en tant qu'usager, c'est que la dématérialisation a été faite en silo. Chaque ministère, chaque caisse a fait sa dématérialisation dans son coin. Il y a quand même un truc frappant. Si vous essayez l'ergonomie de ces portails-là, il y en a pas de pareil. Ouais, les fameuses maisons, les fameuses maisons France Service qui sont clés sont pas repérées de la même manière. Donc il s'est passé quelque chose. Il y a un enjeu d'homogénéisation. Oui, et puis ça s'est fait très vite. J'ai entendu à vitesse supersonique, et je crois que c'est assez vrai. Et puis on est parti, non pas des gens, mais de l'administration. Ça, on l'a fait pour l'administration et pas pour les gens. C'est exactement notre impression, et ça fait partie de nos plaidoyers. Il faut toujours partir des gens, et on sait très bien d'expérience que si vous ne partez pas des gens, excusez-moi, en particulier des plus précaires, on ne le fera jamais. Merci beaucoup Didier Durieux, président du Secours catholique, qui sort donc son rapport sur l'état de la pauvreté en France.